Salut à tous, bienvenue, c'est Bismart et on est reparti pour une nouvelle heure de débat ou plutôt d'information, parce que là on va faire du lourd, on va faire macroéconomie, on va faire inflation, récession, banque centrale, carbone, dette, finances publiques, bon ben voilà, hein. Non mais il y a des moments où franchement on peut s'en passer, et puis il y a des moments où il faut en parler, et là je pense qu'il faut en parler. Parce que, justement, on va voir ça, il y a des points d'inflexion qui sont intéressants pour tous les agences économiques, puisque c'est comme ça qu'on parle de nous quand on parle de macroéconomie. C'est parti, c'est Bismart. Autour de la table. 3 costards, même si... oui. En même temps, on fait de la macro. Hein. Stéphane Colliac, bonjour Stéphane. Bonjour. Bienvenue, première fois que vous nous rejoignez. Senior Advisor, BNP Paribas France. Senior économiste. Senior économiste, BNP Paribas, mais pour la France, hein, c'est la France qui vous intéresse. Forcément un peu la zone euro aussi, Stéphane. Oui, l'Allemagne. Aussi. L'Allemagne aussi. Oui. Bon, ben voilà, quand on a la France et l'Allemagne, on a la zone euro, quasiment. Il faut prendre l'Irlande, de plus en plus dans les chiffres de la zone euro, parce que l'Irlande perturbe pas mal l'appréciation. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, enfin ce qui doit nous intéresser beaucoup, mais j'en ai déjà beaucoup parlé, c'est l'Italie. C'est Giorgia Meloni. C'est presque plus politique qu'économique, mais si Giorgia Meloni continue ce qui est... Alors attends, Denis Ferrand, bonjour Denis, directeur général de Rexecode, et Philippe Wechter, le chef économiste au Strom Asset Management. Et vous considérez qu'elle fait un sans faute? Là, je n'avais pas prévu d'en parler, mais ça m'intéresse énormément. Elle fait une forme de sans faute quand même, Giorgia Meloni. Enfin, en tout cas, l'économie italienne, la bourse italienne est booming, l'économie italienne est solide, regagne des parts de marché, se réindustrialise. Philippe, tu valides tout ça? Ouais, voilà. Hein. Pas mal. Bon, mon idée, c'est que si ça continue encore pendant 2 ans, la discussion autour de Marine Le Pen va être différente. Ah oui, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas Marine Le Pen. Non, mais Marine Le Pen pourra dire. Tu comprends? Tout l'électorat de Macron, c'est-à-dire qui est un électorat senior, hein, massivement senior, parce que fondamentalement, ils sont inquiets des dérapages éventuels de Marine Le Pen, pourra dire, mais regardez... Il n'y a aucune raison d'être inquiet, regardez ce qui se passe. Oui, mais la différence, c'est que Giorgia Meloni est européenne, pas Marine Le Pen. Ah non, c'est une vraie fraîchement différence. convertie. Hein. Non, mais elle a encore l'eau du bénitier qui lui coule du nez. Ce qui compte, c'est ce qu'elle fait. Et ce qu'elle reçoit de l'Europe aussi. Oui. Parce qu'il y a quand même elle le fait pour le recevoir. Oui, le rôle quand même. Non, elle ne le fait pas. Elle est européenne depuis le début, hein, malgré tout. Ah oui? Oui. D'accord. Ça m'avait échappé. C'est pas une conversion soudaine, arrivée au pouvoir, il y a 250 milliards qui doivent débarquer. Non, ça a pu aider après dans l'application de la politique économique, mais elle est plutôt européenne. Sur les chiffres italiens, il y a effectivement du beaucoup mieux en termes de croissance. Et c'est vrai que la croissance italienne, on a sorti nos prévisions ce matin, on les a présentées ce matin à nos adhérents. La croissance italienne, on l'attend à 0,9, quand on va être à moins 0,5 à peu près sur l'Allemagne, qui a quand même quelques sujets. Mais enfin, Stéphane sera mieux placé que moi pour en parler. Et puis pour la France, on attend 0,3. Donc l'Italie surperforme. Mais elle surperforme précisément parce que son déficit public en 2022, c'est 7 points de PIB. Et c'est le pays dans lequel, en 2022 et en 2021, le déficit public c'est le moins réduit. C'est aussi un pays qui surperforme parce qu'il y a notamment un dispositif incitatif à l'investissement en construction qui est extrêmement avantageux. Et quand tu décomposes la croissance italienne, c'est principalement de l'investissement en construction. Donc, est-ce que tu prépares une économie compétitive uniquement avec de l'investissement en construction? Peut-être. Ça reste à... Oui, mais attends, est-ce qu'ils font comme nous de l'investissement en construction à fond perdu depuis 1984? Ils le font depuis quelques années. Ils le font depuis quelques années. Oui, bon, mais il y a aussi 250 milliards quand même qui débarquent d'Europe. Avec ça, c'était super intéressant. Mais on va pas parler pendant 1 heure de l'Italie, mais j'avais vu ça en regardant de près le sujet. Un problème de ressources, un problème de compétences au sein des collectivités locales pour utiliser l'argent. En fait, il y a trop d'argent par rapport à ce que les collectivités locales sont capables d'en faire et par rapport aux compétences exigées par la Commission européenne pour envoyer les fonds. Voilà, pour les déployer. Ouais. Et donc l'idée, on envoie, j'en sais rien, des fonds à Florence, vous en faites ce que vous voulez, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Je veux des projets précis, et je veux des projets précis montés par des gars. C'est pour ça que pour l'instant, ils n'ont pas l'argent. C'est pour ça qu'elle arrive au compte-gouttes. D'accord. Ouais. Et c'est identifié comme ça, c'est quand même super intéressant. Un mot là-dessus, Stéphane ?
Oui, c'est naturel d'avoir une surperformance quand on a autant d'argent qui peut venir. Ouais. Et donc l'Italie surperforme. On a aussi dans le même temps une BCE qui est très différente d'il y a 10 ans. Donc on sait qu'on n'a pas de crise de la zone euro, on n'a pas de risque fort d'écartement des spreads. Donc on n'a pas eu la crise de confiance au moment où elle est arrivée. Et ça aide aussi la suite. Ouais, tout à fait. Bon, cela dit, d'une manière générale, si on regarde sur une période un peu longue, on se réjouit que l'Italie aille mieux aujourd'hui, mais ça fait 15 ans qu'elle ne va pas bien. Donc le retard accumulé est quand même très important par rapport aux autres grands pays de la zone euro. Et nous, tu nous mets dans les grands pays de la zone euro là-dessus on est pas l'impression qu'on est mieux lotis historiquement que... Moins bien en termes d'industrialisation, par exemple. La désindustrialisation était beaucoup plus violente chez nous qu'en Italie. Le point que tu as évoqué sur les regains de parts de marché, c'est quelque chose qui, dans le cas de l'Italie, est manifeste depuis maintenant une dizaine d'années. C'est vrai que l'Italie a souffert au même moment que nous, c'est-à-dire toute la période, toute la décennie 2000. C'est vraiment, tu as deux économies jumelles du point de vue de la compétitivité extérieure, c'est la France et c'est l'Italie. Depuis le début des années 2010, les jumeaux se sont un peu séparés. Divergés. On a divergé plutôt. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si Sybille en régie va pouvoir nous retrouver, parce que parfois elle fait des miracles. Le fameux slide Rexecode que j'envoie très régulièrement sur les parts de marché au sein de la zone euro, parce que c'est ça qui est intéressant. Et tu vois bien que c'est nous l'homme malade, très très clairement. Il y a une autre question. Voilà. Bon, puisqu'on parlait BCE, inflation, récession, je vous disais tout est dans le titre. Donc on a une nouvelle réunion demain, on en connaît déjà le résultat. Est-ce qu'on se retrouve quand même devant... regarde ça. C'est pas formidable. Bravo Sybille. Mais c'est pas formidable. Et voilà, nous, on est... Voilà, la divergence, elle est quand même... Elle est là, quoi. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de nous fabriquer la bien belle récession dont on parle ensemble depuis une petite année, là, quand même. On rentre dedans, là? Alors, je ne veux pas faire de l'argument pro-domo, mais bon, je reprends le titre que l'on a donné à nos prévisions que l'on a présentées. Donc, ça s'appelle « L'inflation et son antidote ». L'antidote de l'inflation, c'est le passage par la contraction de la demande interne. Et donc, c'est exactement ce que l'on est en train de connaître, c'est-à-dire que la dépense des ménages a commencé à se contracter, notamment, on le voit en particulier en France avec le recul de la consommation, mais surtout de l'investissement en logement. Donc, on a vraiment ce poste de la demande interne qui se contracte. Et petit à petit, cette contraction de la demande interne, elle est en train de se translater vers les entreprises. Tout ça parce que la réponse que l'on a mise face à l'inflation, qui est la réponse en termes de taux d'intérêt, vient jouer sur cet effet de discipline sur la demande interne. Mais ce faisant, c'est son antidote parce que c'est aussi le moyen que l'on a de voir ralentir le rythme de la hausse des prix. Et, ça n'est pas qu'aux États-Unis qu'on a un ralentissement, qu'on a une baisse de l'inflation. C'est aussi de manière désormais assez patente en zone euro. On va avoir bientôt la confirmation du chiffre de l'investissement. Le sujet, Denis, le truc qui est passionnant d'ailleurs, autour duquel on tourne depuis un an. Si le patron de Panzani annonce qu'effectivement il va baisser le prix des pâtes, c'est juste parce que le prix du blé s'est effondré. Oui. Le prix du blé s'est pas effondré du fait de la politique monétaire. Exactement, mais il faut 9 Donc, mois. on n'aurait pas eu cette récession, les effets sur l'inflation auraient peut-être été exactement les mêmes. Oui, mais sauf que l'inflation, entre-temps, elle a changé de nature. C'est-à-dire que tu es passé d'une inflation qui était très circonstancielle à l'origine, avec des déséquilibres fondamentaux de marché, avec des situations d'offres et de demande totalement déséquilibrées, à une inflation qui est plus fondamentale, c'est-à-dire qui est désormais beaucoup plus tirée par les revenus primaires, l'évolution des coûts, l'évolution des marges également, qui contribuent à l'évolution des prix. Et c'est précisément parce que cette inflation, je suis d'accord, remonter les taux parce que tu as de l'inflation qui vient du prix du blé, ça n'a pas de sens. En revanche, quand cette inflation, elle a désormais beaucoup plus une provenance dans le processus de formation interne des prix, à ce moment-là, tu ne peux pas aller en arrière sur les taux. À ce moment-là, il faut remettre de la concurrence un peu violente entre les entreprises pour réduire les marges. Ouais. Et ça ne peut se faire qu'effectivement si la consommation ralentit, s'il faut aller se battre pour les parts de marché. Ouais. Et de toute façon, tu as un décalage, en gros, tu as 9 mois entre les cours sur les matières premières alimentaires et la traduction dans les prix à la consommation des produits alimentaires. Donc la baisse des produits alimentaires, le ralentissement, baisse, je ne sais pas. Mais en tout cas... Le patron de Panzani, il l'a dit. Oui, mais Panzani, c'est pas tout l'alimentaire. Non. Donc tu vas avoir effectivement quelques postes qui vont diminuer. Oui. Des postes vont diminuer. Mais est-ce qu'au global, on va avoir un recul de l'alimentaire? Déjà, arrêtons l'inflation de ces prix, ce sera déjà une première étape. Philippe?
Moi, je pense que l'inflation va ralentir très très vite. Pour une raison très simple. Qu'est-ce que tu appelles très très vite? Je pense dans les que 3 mois qui viennent, là? D'ici la fin de l'année, on aura retrouvé des normes autour de 3%. entre 2 et 3%. La raison principale, c'est que les prix de l'énergie se sont effondrés. Oui. À ceci près que, et ça on l'a découvert avec la hausse, c'est que les contrats de long terme, ils sont signés. C'est que ça, moi, c'est ma grande discussion en ce moment avec les chefs d'entreprise, c'est qu'ils ont tous signé à 200 € le mégawattheure. Hein. Oui, mais là, et donc, qu'ils soient tombés à 35, en fait, le problème, c'est qu'ils ont juste leurs yeux pour pleurer. Ils vont. Attends, ce que disait l'INSEE l'année dernière. Ils sont tankés à 200 € le mégawattheure pour 3 ans. Là, hein. Pas forcément pour 3 ans. Ce que disait l'INSEE l'année dernière, c'est que les 2/3 des entreprises, à l'automne, révisent leur contrat d'énergie. Ça veut dire que l'année dernière, les prix ont été très élevés. Là, on va se caler sur des prix beaucoup plus bas, avec une incertitude beaucoup plus réduite sur la dynamique du marché de l'énergie. L'année dernière, on s'inquiétait de savoir comment on allait passer l'hiver, parce que EDF était incapable de produire autant qu'on le souhaitait, etc. Aujourd'hui, cette question on a une réponse claire là-dessus. On fait beaucoup de renouvelables, et donc le risque d'une crise énergétique pour l'hiver prochain est quasi nul. On est d'accord, donc, Philippe, mais les contrats qui vont être signés à l'automne vont être beaucoup plus bas. Non. Enfin, il y en aura peu. Ou il y en aura peut-être plus que ça. Ouais. On verra, mais je t'assure, ça c'est vraiment alors une discussion que j'ai très régulièrement, pour des raisons diverses et variées. Ils se sont fait tous très très peur, hein, très clairement, ils se sont fait tous très très peur. Donc, garantie d'approvisionnement, et pour avoir, dans les périodes où ils ont re-signé ces garanties d'approvisionnement, fallait des contrats de long terme, fallait des PPA qui étaient, eux, alors sans doute pas à 200-300 € le mégawattheure, mais au moins à 80-90 € le mégawattheure. Et ça, tu vas pas les casser comme ça, ces contrats-là. Donc je reste là-dessus très prudent, moi. Mais je prends ton point, hein, mais je reste très prudent. Non, mais ça veut dire aussi que les marges des entreprises, malgré tout, moi je pense que les marges des entreprises vont bénéficier de cette situation, et à ce moment-là, il y aura une capacité à jouer la concurrence sur les prix. C'est-à-dire que quand les prix augmentent, on a beaucoup d'incertitudes et on a tendance à se caler sur l'incertitude dans laquelle on évolue. Quand cette incertitude diminue, eh bien, on peut relancer la concurrence sur les prix. Et à ce moment-là, moi, je pense que dans l'alimentaire, on aura des baisses de prix, oui. Et je pense que l'indice des prix alimentaires, moi, je suis très... il y avait un papier dans le Financial Times il y a 2 semaines, je crois, sur le prix du beurre. Et le prix du beurre en Allemagne est revenu au niveau d'avant-crise. Pas en France, pas en Italie, mais c'est un élément que je trouve intéressant. Stéphane ? En France, on a une rigidité qui est la négociation annuelle. Donc il y a une partie des prix qui s'ajuste au printemps. Donc ceux qui ne s'ajustent pas avec la grande distribution... Elle a explosé, cette négociation annuelle. Je ne dirais pas ça quand même. Bah, il va y avoir une revoyure, mais est-ce que les prix vont vraiment baisser ? On a quand même, on peut le dire d'un mot d'ailleurs, il faut se le dire, on a un ministère de l'économie qui te pond quand même des lois de modernisation économique, Egalim, machin, etc. et tout, et qui a une capacité à s'asseoir dessus. Ouais. Dès qu'il y a un problème, enfin, il faut quand même de temps en temps se mettre dans la peau des grands distributeurs. C'est quand même assez surréaliste. Hein. C'est-à-dire les gars ont toujours tort, ça ils le savaient, mais à ce point-là, c'est quand même très spectaculaire. Vas-y, continue, oui. Stéphane. Non, mais il reste que la baisse, je pense, sera en partie retardée. Du fait des négociations. Oui, il y a un élément qui peut le retarder aussi, c'est si on a une sécheresse, et c'est bien parti pour, puisqu'on a vu qu'après la sécheresse de l'été dernier, on a la hausse du prix du lait et la hausse du prix de l'eau qui ont un impact sur les autres matières, puisqu'il faut de l'eau pour arroser quand même pas mal de choses. Donc il y a des raisons d'avoir un peu de surcroît d'inflation à court terme quand même, pour ces raisons-là. Ensuite, ce qu'on peut renégocier à court terme, pourquoi pas, hein. Les marques du distributeur, il n'y a pas de négociation annuelle, hein. Ça se passe au fil de l'eau. Tout à fait. Et c'est aujourd'hui 40% de la conso dans la grande distribution. Hein. Exactement. Pour ce qui est des marques en tant que telles, bon, ça attendra peut-être un peu. Ça nous fait une moyenne pondérée de tout ça, où on va avoir de la désinflation qui va s'accélérer à court terme. Après, je ne pense pas que ça en ira tout de suite à 2-3 en fin d'année, mais on ira peut-être au terme du printemps. Et il y a peut-être un élément sur lequel j'ai envie de revenir, si vous le permettez. Vas-y. Sur le marché du travail. Parce que pour moi, la récession n'est pas un phénomène certain au deuxième semestre, notamment pour cette raison-là. Parce qu'on a toujours beaucoup de création d'emplois. Elle reste certes pas toujours productive,
parce qu'une partie de ces créations d'emplois, c'est aussi l'adaptation au changement climatique. Alors, au-delà de la rénovation que ça implique, après coup, ça ne fait pas augmenter la production, ça permet de ne pas déprécier les actifs tels qu'ils se sont dépréciés si on ne les avait pas rénovés. Donc, c'est conserver la valeur de ces actifs. Donc, ça a quand même une valeur importante. Et ça soutient l'activité, ça soutient l'emploi, ça se voit au travers de l'emploi. Et ça, c'est un élément positif. Les salaires sont en progression plus rapide aussi cette année. Donc, quand on fait le mix de la démographie sur le marché du travail, où on a beaucoup de création d'emplois, plus les augmentations de salaire, une récession, une année où les salaires augmentent de 5%, bon, c'est assez rare. Donc, une récession, quand on n'a pas de destruction d'emplois, c'est assez rare aussi. Oui, mais un taux d'activité jamais vu depuis 1975 sur une croissance atone, c'est assez rare aussi. Et pourtant, on est dedans. Hein, mais on n'avait pas de stats avant 1975. Donc ça aide aussi. Ouais, enfin ça me va bien, moi, comme visibilité quand même depuis 75. J'avais 10 ans. C'est le bel âge de la vie, il paraît. Sur l'emploi, c'est vraiment, de toute façon, c'est le domaine... On en a tellement parlé, Denis. Voilà, et puis on a tout dit, en termes de prévision. Mais le point quand même qui me frappe, c'est que l'année dernière, on fait 3,4% de création nette d'emplois en moyenne annuelle 2022 par rapport à 2021. Qu'est-ce que fait la conso? Qu'est-ce que fait l'investissement des ménages? La demande des ménages jusqu'à présent, ça fait rien. Pourquoi? Parce que c'est parti principalement en épargne additionnelle. Le taux d'épargne des ménages actuellement en France, il est à 18,3% au premier trimestre. C'est 3 points au-dessus de ce que l'on avait en 2019. En fait, on a été... C'est le niveau du Covid, ça? Non. On est monté au-dessus de 20. On est monté beaucoup plus haut, mais... C'est quoi? C'est parce qu'ils achètent plus de logements? C'est lié au ralentissement de l'immobilier? Non, parce que le logement, ça vient après le taux d'épargne. C'est-à-dire que le taux d'épargne, c'est l'écart entre conso et revenus. Et ton investissement logement, il va venir après l'épargne. Donc, c'est vraiment l'arbitrage que tu effectues. En fait, face à l'inflation, tu as eu un comportement de fuite d'une certaine manière. Les ménages voient que la valeur de leur patrimoine, en fait, s'érode très fortement. Et donc, le patrimoine, c'est du pouvoir d'achat futur. Et de facto, ce qu'ils ont fait, c'est renforcer leur effort d'épargne pour maintenir le niveau de leur patrimoine réel. Et puis, une inquiétude quand même assez forte. Est-ce que c'est le moment véritablement de dépenser? C'est très surprenant parce qu'en général, on se dit, face à l'inflation, tu as une accélération de la dépense. Oui. Tu vas acheter aujourd'hui plutôt que d'acheter demain, ce qui va te coûter plus cher. C'est pas ce qu'on a vu dans les années 70. Dans les années 70, le taux d'épargne... point du taux d'épargne, c'est exactement les années 70. Quand on a eu de l'inflation. On n'a pas eu d'inflation depuis le début des années 80 quand même. Ouais. Et effectivement, de 95 à 2020, le taux d'épargne est stable. Ouais. Mais parce que cet arbitrage-là ne joue pas. Mais dans les années 75... 20 points dans les années 70. Oui, dans les années 70, au moment où l'inflation accélère, le taux d'épargne augmente de façon spectaculaire. Et là, on a une réplique de ce qui s'est passé à l'époque. Sachant que, on comprend tous la logique, j'ai 100 d'épargne placée, on va dire, mise de côté, j'ai la perception que j'en perds 6 avec l'inflation, et donc je veux reconstituer mes 100, et donc j'en rajoute 6. Ouais. Voilà. Et surtout, je suis dans un contexte que je ne maîtrise pas, qui est un contexte de forte incertitude. Ouais. Parce que c'est cette dimension-là. Qu'est-ce qui va se passer si l'inflation reste durablement très élevée ? Ouais. La question qui d'ailleurs vaut pour les ménages, elle va se déplacer désormais pour les entreprises. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a eu jusqu'à présent, les entreprises n'ont eu aucun problème. Elles avaient la trésor qui était là. Quand tu regardes la valeur des actifs financiers très liquide des entreprises, elle est restée à un niveau très élevé jusqu'au début 2022. Là, elle est en train de s'éroder en termes réels. Et donc, on commence à passer dans le moment où les entreprises vont reconsidérer leurs arbitrages entre maintenir des niveaux de dépenses élevés, de l'investissement, du stock, de l'emploi, ou alors jouer plutôt une trésorerie. Jusqu'à présent, elles pouvaient faire les deux. Elles préservaient leur trésorerie tout en faisant de la dépense. Là, elles vont commencer désormais à arbitrer. Et je ne serais pas surpris qu'elles adoptent un peu le même type de comportement que celui des ménages, à savoir plutôt un comportement de retrait. Sauf que la trésor pour une entreprise, ça lui brûle les doigts parce que tu as quand même encore aujourd'hui 6% d'inflation, quoi. Oui, mais par contre, tu as vraiment des... Donc le directeur financier, il se fait engueuler au board si jamais il garde la trésorerie qui s'érode à 6%. Par rapport à l'emploi, le secteur dans lequel tu as la plus forte dégradation des opinions sur la trésorerie, c'est le secteur des services marchands. En gros, le pourvoyeur des plus gros bataillons de création nette d'emplois. C'est vraiment dans ces secteurs-là que désormais, tu vois des trésoreries attaquées, là où habituellement, les secteurs qui ont des problèmes de trésorerie, c'est les secteurs qui vont être très consommateurs de matières premières, c'est l'industrie. Non, là, cette fois-ci, c'est en train de se déporter sur les secteurs créateurs d'emplois.
Bon, on a un peu tout dit, donc ça veut dire qu'en fait, on reste dans une forme de brouillard. Moi, je vous écoute tous les deux, j'ai deux avis contraires, j'aime beaucoup ça, c'est formidable. Mais pourtant, C'est le débat que je tolère, ça, en fait. Tu vois. C'est pas le débat pour ou contre l'économie de marché, voilà, c'est le vrai bon débat. Y aura-t-il de l'inflation à Noël? Voilà. Non, mais moi, je note, suis, Philippe. Je suis persuadé retrouvera, qu'on est sur un truc que Dan Bush avait évoqué au moment de la crise de la dette mexicaine. Les choses en macroéconomie sont toujours plus lentes à se manifester, mais une fois qu'elles commencent, ça va beaucoup plus vite qu'attendu. Ouais. Et je pense qu'on va avoir une chose... Moi, je pense le risque sur 2024, c'est qu'on ait un contre-choc énergétique comme on en avait eu un en 86. C'est-à-dire, alors il faut que tu me rappelles, 86, c'est-à-dire des gains de pouvoir d'achat. Des gains de pouvoir d'achat. Le prix du pétrole était à $10. Et donc... Il y avait une même cohesion du côté de l'OPEP parce que là, on se rend bien compte qu'ils pilotent le truc avec pas mal de finesse. Ils pilotent quoi? Ils pilotent rien du tout, c'est vrai. Ils pilotent rien du tout. Bah, ils réduisent la production, quoi. Ils réduisent la production pour soutenir les cours. Ça fait des mois que l'OPEP réduit sa production. Ouais. Ils ont fait quoi, les prix? Ouais. Hein? Oui, parce qu'il y a la Russie qui crache à... continue. Il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison. Il y a toujours, dans l'OPEP, il y a toujours un producteur qui a intérêt à produire un tout petit peu plus pour améliorer ses revenus. Parce que les pays membres de l'OPEP ont tous des revenus qui dépendent uniquement du pétrole. Et donc, quand on réduit, quand on veut... on est un petit peu gêné. Alors, on augmente un petit peu la production et ça dérègle tout. C'est à chaque fois la même chose. Et... Ça ne va pas nous arranger la transition énergétique, ça. Non, ça n'arrange pas la transition énergétique. Ouais. Bon, mais alors justement, on va aller sur ce que j'ai appelé. Mais alors, on va marquer une pause maintenant, un peu tôt, mais pour avoir le temps de discuter ensuite, justement, de ce que dit Rex et Code sur le carbone blues. On va voir ça, c'est dans un instant. On repart, Carbon Blues. Alors, Denis Ferrand, Power. Deux choses, Denis. Alors, le premier, tiens, on va peut-être faire l'inverse de ce que j'avais prévu. Pas forcément le blues, parce que c'est un truc que tu avais envoyé, on avait échangé là-dessus il y a sans doute un mois à peu près, alors vraiment, c'est moi un truc qui m'a beaucoup impressionné, sur la part des patrons de TPE-PME qui citent un motif environnemental comme destination de l'investissement. On va voir le tweet que tu as envoyé. Là encore, la forme de la courbe se passe de commentaires. Et la question que je t'avais posée, c'était normal, c'est le signal prix. Et donc, c'est tout ce qui va vers les économies d'énergie. Après, on en a parlé, la grande peur de l'hiver dernier. Et tu m'as répondu non. Non, en fait, tu as quand même vraiment beaucoup de choses qui sont en sous-jacent. Déjà, ça n'est pas que l'énergie. Tu as tous les investissements aussi dans l'économie. Non, mais tu as posé la question sur le moteur énergétique et les gens, je crois, à 60% ont répondu non. Non, c'était pas ça. C'est vraiment sauver le climat. Exactement. C'est vraiment la détermination personnelle. En fait, tu avais les 2/3 des chefs d'entreprise, quand on leur posait pourquoi est-ce que vous faites, in fine, ces investissements, eh bien, c'est par conviction personnelle. C'est parce que je sais que... Ça y est, j'ai pris conscience de mon rôle et... Si moi je ne le fais pas, personne ne le fera. Donc là encore, c'est pour ça les investissements environnementaux, ça peut prendre différentes formes. Il y a l'aspect économie d'énergie, mais toutes les entreprises ne sont pas concernées uniquement par cet aspect énergétique. Il y a la réduction des effluents, enfin il y a plein de choses qui peuvent intervenir. Donc on a tout mis sous un même timbre, mais de ce timbre-là, il apparaît que c'est vraiment le choix perso qui dicte l'investissement environnemental. Et cette dimension-là. Mais c'est vrai que... Et on parle bien des TPE-PME. Hein. Ah oui, attention, hein. Et 15 points d'écart dans un solde d'opinion comme ça en 2-3 ans, c'est super rare. Tu poses la question à tous les sondagiers, ils vont dire non, en général, on est sur des paquebots, ça bouge pas très très vite. Là, il y a vraiment une prise de conscience qui est hyper importante. Et donc, ça va renvoyer au problème d'eau que l'on a vu l'année dernière, par exemple, où on voit bien que les contraintes s'exercent de plus en plus fortement. Stéphane, je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder le petit graphe. Oui. C'est intéressant. Oui. Très intéressant. Hein. Ça nous montre notamment que même si on a une récession dans certains secteurs, allez, pourquoi pas sacrifions ce risque-là, mais on ne l'aura pas dans la totalité de l'économie. Si on regarde, il y a 3 secteurs en gros dans le bâtiment. Il y a 10 ans, on avait tout en repli. On avait le logement, le neuf hors logement et l'entretien-rénovation. Aujourd'hui, on a le logement qui est en repli assez net. Le hors logement, bon, ça dépend un peu des indicateurs.
Et l'entretien Qu'est-ce que tu rénovation. appelles le hors logement, l'immobilier d'entreprise? Le neuf. Ah, le neuf. Ah, d'accord. Les infrastructures aussi. D'accord. Tous ces éléments-là, c'est quand même un peu globi-boulga comme nomenclature, mais il y a pas mal de choses et tout n'est pas en repli, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis il y a le troisième pilier, qui est l'entretien-rénovation, qui est en boom. Donc on a une partie du secteur du bâtiment qui reste en boom et qui restera en boom et qui va l'être d'autant plus qu'il y a d'autant plus d'intentions de dépenses dans ce domaine-là. Ouais. Qu'une partie peut être subventionnée parce que notamment les petits réacteurs sont subventionnés dans le cadre de France 2030. Il y a quand même pas mal d'argent qui est sur la table pour subventionner cette transition. Donc ça soutient cet investissement qui se fait de façon un peu acyclique. Donc même si on a un cycle qui ralentit, ça continue à avoir lieu. Donc c'est un élément de stabilisateur. C'est à un titre différent que le marché du travail, peut-être un peu moins général, peut-être un peu plus micro, mais c'est un élément stabilisateur et qui montre qu'il y aura des secteurs qui continueront à croître. Et on voit bien d'ailleurs quand on regarde l'enquête de l'INSEE sur le climat des affaires, tout converge vers 100 ou un peu en dessous. La construction reste très forte et on est dans cette logique-là et pas simplement sur le résidentiel. Oui. Et c'est ça qui est intéressant aussi sur cette partie-là. Denis? C'est très intéressant, effectivement, ces basculements de poids à l'intérieur d'un même secteur. Ce mystère de la productivité dont on a déjà parlé à quelques reprises. Et je sais, En long, en large et en travers. En large et en travers, mais un des éléments, c'est précisément cette transformation des modèles économiques. C'est-à-dire que quand tu fais du neuf dans la construction, ça débite. Tu as des procédés qui sont quasiment industrialisés. Quand tu vas faire de la rénovation, c'est beaucoup plus du domaine artisanal. Et en réalité, tu vas mobiliser beaucoup plus de personnes pour faire de la transition que ce que tu faisais pour le neuf. En gros, avant le Covid, 60% de l'activité du bâtiment, c'était du neuf, 40% de la réno. Là, tu es passé à exactement les polarités inverses. 40, 60. Donc, il ne faut pas s'étonner si le secteur de la construction est un des secteurs qui a connu les plus faibles, les plus forts plutôt reculs de productivité depuis la période de Covid, parce que ça renvoie à son changement de modèle économique. Très Rajoute intéressant. à cela que tu n'as pas les salariés nécessaires Non. pour pouvoir faire la transition, pour pouvoir faire l'accompagnement, parce que Enfin, oui, c'est en boom. ils sont en formation, ce qui fait de la productivité en moins. En plus. Oui, en plus. Justement, je me suis arrêté pour ne pas dire ça. Ouais. Ce qui fait davantage de productivité en moins. Voilà, on va dire ça. Mais effectivement, je suis d'accord, il y a du boom, mais je pense que c'est du boom potentiel sur la rénovation. C'est-à-dire que ça ne s'exprime pas encore fortement. Quand on va regarder la décomposition fine de l'activité, mais... Tu ne trouves pas un gars pour le faire. Ah oui, tu ne trouves pas un gars pour le faire, mais précisément parce que comme tu ne trouves pas un gars pour le faire, Là, les gars te l'activité donnent n'est pas des à la hauteur de rendez-vous, ce que tu attends. des rendez-vous à 18 mois quand même. Oui, ça c'est surprenant. Et c'est pas pour une Ferrari, hein. Non, c'est juste pour ravaler une façade. Hein. Donc, bon, c'est région parisienne en même temps, mais quand même. Ouais, intéressant. Très, très intéressant. Donc, voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point est beaucoup moins réjouissant. C'est donc cette étude que je qualifie d'impitoyable sur le mécanisme d'ajustement aux frontières, hein, la taxe carbone aux frontières de l'Europe, qui donc, nous dit Rexecode, dans une étude documentée et très intéressante, ne concernera qu'1,2% en valeur des importations françaises. Ouais. Mais comme, donc, 7 milliards sur 575 milliards, mais comme en face, parce qu'on a encore peur de l'OMC, on annule les quotas gratuits dont bénéficient aujourd'hui les entreprises françaises. Tiens, je discutais récemment avec le directeur financier de Terreal, tu vois, les gars qui font les tuiles. C'est un bouleversement pour eux, vraiment important. Vous estimez donc que ça va coûter 4 milliards à l'industrie française. Et je donne les chiffres à l'échelle de l'Union, donc de l'Union européenne. 2 milliards d'euros des importations seulement seront concernés à l'échelle de l'Union. Enfin, c'est ahurissant. Et disparition de 45 milliards de subventions à travers les quotas gratuits. Tout à fait. Ah oui, exactement. En fait, on s'est beaucoup focalisé sur le MACF, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Mais en réalité, c'est l'architecture du dispositif, l'architecture totale du dispositif qu'il faut prendre en considération. Et c'est effectivement ces passages qui sont importants. Pourquoi est-ce qu'on a beaucoup parlé du MACF ? Pour une raison très simple, c'est qu'il a déjà été sanctuarisé. Il est sanctuarisé dans le financement du projet Next Gen EU, le plan de relance européen à 750 milliards. Non, mais Denis... Son financement, il était notamment visé par le mécanisme carbone. Depuis 2 ans, toi, Anaïs Voigilis, enfin l'ensemble de ceux qui viennent me parler d'industrie ici disent, mais
Ce truc n'a ni queue ni tête. Bien sûr. Hein, on l'a décrit. Alors, une barre d'acier est taxée, une voiture n'est pas taxée, hein, une bobine d'aluminium est taxée. Voilà, enfin bref, les produits assemblés ne sont pas taxés. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va assembler les produits en dehors du territoire européen et puis on va C'est les Laval. montrer. C'est Laval qui va morfler. Il y a 2 ans qu'on le sait, il y a 2 ans. Enfin, tu vois, tu as le train, tu as le rail, tu connais la vitesse du train, tu connais l'épaisseur du mur, et tu y vas. Ouais. Et tu as ces chiffres-là qui sont quand même des chiffres inquiétants. Enfin, c'est une sacrée perte de compétitivité pour l'industrie européenne. Ah oui, et en plus, tu brouilles complètement ton message. Parce que le 4 milliards que tu évoques sur les quotas carbone... C'est tes chiffres. Hein, oui, tout à fait. Merci de les citer. Oui, ah bah non. Et en fait, la CVAE, la suppression de la CVAE, c'est combien pour l'industrie? C'est entre 3 et 4 milliards. Voilà, c'est ça. Donc en fait, tu brouilles complètement tes messages. Est-ce que tu veux véritablement te redonner des espaces de compétitivité? Bien, oui, tu fais la CVAE, mais non, tu fais la suppression des quotas, des allocations de quotas gratuits. Donc en fait, tu ne sais pas véritablement où est-ce que tu navigues dans la politique économique. Donc c'est très bien d'afficher de la politique de réindustrialisation, de le dire dans les mots, c'est quand même mieux de le faire de manière efficace. Et si tu veux, pour prendre le parallèle, ce que je trouve assez frappant, c'est Olivier Luancy, notamment, qui évoque très bien ce sujet. Autre bon expert sur la réindustrialisation. Sur la réindustrialisation, il connaît quand même bien le sujet. Tout à fait. Et lui, ce qu'il raconte, c'est qu'il faut un récit, il faut aussi, surtout, regarder ce qui se fait par rapport aux autres pays. J'ai passé l'autre jour un tweet, mais ça m'a halluciné. C'est le chiffre de l'investissement du secteur de l'industrie manufacturière en produits de la construction aux États-Unis. Il a doublé en l'espace d'1 an. En fait, tu as d'un côté les pays qui parlent de la réindustrialisation et qui mettent en place des dispositifs incitatifs. Et donc ça, c'est plutôt l'Europe. Et tu as des pays qui vont mettre en place véritablement l'infrastructure décarbonée avec une incitation extrêmement forte. Et je me déploie véritablement, ce sont les États-Unis. Tu as une accélération absolument dingue de l'investissement en décarbonation qui se fait aux États-Unis. C'est de l'investissement pour la production de batteries, pour des semi-conducteurs. Enfin, il y a tout un dispositif qui se met en place. Là où nous, on continue de réfléchir sur des mécanismes incitatifs. Et t'es un peu sévère parce que le Macron, c'était à Belfort. C'était où? Oui, c'était à Belfort. Ça y est, on a les mêmes crédits d'impôt, a priori. Oui, les mêmes. Il a le même système. Et ils ont repris le système. On a arrêté les histoires d'appels d'offres, d'appels à projets, de programmes. Oui, c'est toutes les. Je sais pas quoi. Enfin, les trucs qui mettent 2 ans d'instruction avant de pouvoir voir une pierre. A priori, c'est fini, en tout cas en France. Oui, il y a certains obstacles réglementaires maintenant qui sont levés. Je suis d'accord, on avance sur cet aspect. Mais tu brouilles tellement ton message en faisant de la politique de stop and go, en mettant des dispositifs qui sont contradictoires, qu'à la fin, qu'est-ce qui reste? La disparition des quotas gratuits, ça t'annule ta CVAE, tout simplement. C'est là qu'on perd le fil. Et dans le même temps, quand on regarde ces investissements qui sont faits aux États-Unis, ça crée une dynamique. Je veux dire, on a deux situations. On a une dynamique qui est très robuste aux États-Unis, comme le disait Denis, et puis nous, on brouille les cartes. Où est-ce qu'on investit finalement? Aux États-Unis. Voilà. Évidemment. Non, mais et l'arbitrage, finalement, d'une certaine manière, est assez simple. Et c'est le problème de cette politique de réindustrialisation dont on parle plus qu'on l'exécute. Si le seul, mais je vais te donner la parole évidemment Stéphane, et notamment sur la vanne, parce que quand Volkswagen se pose la question d'une usine aux États-Unis, je pense que l'Allemagne, ça doit les secouer. Et là, tu as un vrai aiguillon dans le dos. Donc peut-être c'est aussi, sans doute pour ça que Macron se bouge, et c'est aussi pour ça que les Européens se bougent. Comment tu vois le truc, Stéphane? Deux éléments peut-être sur la France d'abord et sur l'Allemagne après. Ouais. Alors même si on était un peu plus optimiste que ce que vous avez dit tous les deux sur la France, disons que ça ne marche pas encore, mais que ça va marcher. Parce qu'on a beaucoup de subventions, on a France 2030, on a des créations d'usines qui sont prévues, qui sont très subventionnées. Donc ça va marcher. Faisons cette hypothèse-là. Il y a quand même 2 risques qui existent, c'est de trouver suffisamment de foncier pour construire ces usines, parce que ça c'est un élément qui est difficile en France. On a besoin de 250 jours, la dernière fois ça a été mesuré, en tout cas c'était il y a 4-5 ans, pour avoir un permis de construire. C'était dans le Doing Business, la dernière fois qu'il a été publié. Bon. Peu Doing Business. La loi industrie verte, là, qui arrive devant l'Assemblée, a priori, s'attaque à ce sujet. Voilà, faut que ça prioritairement. Il faut que ça soit effectif. La loi Elan était censée favoriser la construction de logements et ça n'a pas eu lieu. Donc ça, on demandera de voir, cet élément-là. Et le deuxième, c'est la formation. J'ai vu hier, alors je ne sais plus exactement le périmètre précis,
mais qu'on aurait besoin de 10 ingénieurs, là on en formera 4. Donc ces deux éléments-là sont très importants. Si on ne les a pas, on aura beau mettre beaucoup de subventions, on n'aura pas une réindustrialisation générale, mais quelques exemples dont on pourra se satisfaire. Donc ça c'est très important et ce n'est pas encore gagné. Sur l'Allemagne, en fait, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une désindustrialisation de l'Allemagne, alors encore progressive, sur les 5-6 dernières années, postérieure à ce que nous, on a connu précédemment, parce que quand on regarde la production dans la chimie, qui est un secteur important en Allemagne, c'est moins 15% par rapport à fin 2017. C'est même plus en deçà que par rapport à l'avant-Covid. Donc il y avait déjà un début de baisse de la production auparavant. L'automobile, c'est moins 11, la métallurgie, c'est moins 11. Les capacités de production, j'ai essayé de faire un petit calcul hier là-dessus, elles ont baissé de 6 points en Allemagne, dans l'industrie manufacturière. Donc on n'a quasiment pas plus investi qu'à l'époque, alors qu'en France, on investit dans les machines et équipements, ça fait plus 7,2% quand on compare les deux dates. Donc sur l'Allemagne, il y a des grands défis qui se posent. Et on a eu un début de désindustrialisation, donc ça reste très développé. C'est pas pour dire que c'est pas un secteur toujours important pour l'Allemagne, mais on observe un début de difficulté. Et quand tu vois que c'était une des grandes phrases de Jean-Pierre Petit, ça, l'Allemagne se francise et la France se japonise. Bon, en l'occurrence, ça se passe. Mais quand tu vois aujourd'hui la teneur de leur débat politique maintenant en Allemagne, quand tu vois qu'ils sont en train de s'envoyer quand même des chaudières à gaz à la figure au cœur de la coalition, etc., effectivement, ça augure mal d'une forme de cohésion pour préparer un rebond ou essayer et avec des conséquences politiques très fortes, puisque l'AfD remonte à vitesse grand V dans les sondages. Donc, et les Verts se sont effondrés littéralement. Donc il y a un équilibre politique qui va être largement impacté. Ouais. C'est vrai que à nouveau s'intéresser à l'Allemagne, dis donc. Ouais. L'Allemagne, bravo, en fait, Stéphane, tu as investi sur le truc d'avenir. Tu as rappelé l'année 2017, c'est une année, comme point de référence. Pourquoi 2017 aussi? C'est parce que c'est le moment du Dieselgate. Et en fait, tu as vraiment une rupture qui s'est faite à partir de ce moment-là sur l'industrie automobile. Et sur la chimie, alors il y a le point qui vient notamment des approvisionnements en gaz. De toute façon, la chimie allemande s'est arrêtée surtout en 2022 à cause du défaut d'approvisionnement en gaz. Mais tu ajoutes à cela l'incitation par l'IRA aux États-Unis et Bayer, BASF, c'est pas en Allemagne qu'ils vont installer les prochaines unités. C'est vraiment aux États-Unis. Écoute, tu sais, on a suivi beaucoup Nordvolt, là, donc le fabricant suédois de batteries, ça a beaucoup phosphoré. Finalement, ils mettent leur usine en Allemagne. Donc, ah oui, tout à fait. Tout n'est peut-être pas perdu. Tout n'est peut-être pas perdu, mais c'est... Tu restes quand même un marché de consommation très important, quand même. Exactement. Tu vois ? Oui, c'est vrai. Oui, mais la question, c'est pas d'avoir 3 usines, c'est de créer une dynamique. C'est ça la vraie problématique européenne, et c'est ce que Denis disait. Stéphane, on peut avoir des choses ici ou là, mais ce qui est important, c'est de créer une dynamique qui fait que on ait un mécanisme qui s'auto-entretienne et qui permette de dégager l'horizon. Là, on ne dégage pas grand-chose. Parce que j'avais noté, c'est dans ton étude, le chiffre, l'acier Made in France va coûter 20% plus cher environ, c'est ça, vous arrivez à ce chiffre-là. Après, donc, la mise en place de ce merveilleux mécanisme d'ajustement. Je ne sais pas exactement quel va être le taux de taxation du carbone, donc il y a encore beaucoup de flou. C'est pour ça qu'on passe dans une phase test, c'est-à-dire que tu vas avoir une période de test qui va durer jusqu'à l'automne, grosso modo, où on va regarder, qui démarre à l'automne, et puis on va regarder au bout de 2 ans ce qui va se passer avec la mise en place de ce mécanisme. Donc on ne sait pas encore véritablement à quel taux tu vas être frappé. Donc c'est pour ça que ce sont des estimations que l'on a données. Mais tu as l'acier, tu as l'aluminium également, et c'est vrai que c'est surtout sur les secteurs en aval. Parce que le secteur en aval, en fait, tu perds tes quotas et tu payes plus cher tes inputs. Donc en fait, tu te prends une tonsure des deux côtés. C'est là que tu as quand même un problème, sans que ton concurrent, lui, il voit augmenter ses coûts de production. Encore un mot là-dessus, Stéphane ? Non, c'est bon. Non, parce que moi, tu fais le lien. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent. Oui, il y a beaucoup d'argent. Mais nous avons donc les assises de la dépense publique la semaine dernière. La semaine prochaine. La semaine prochaine.
Oui, mais en fait, non. Je sais parce que la dernière fois que tu étais là, Philippe, ou l'avant-dernière, j'avais prévu finances publiques. Je dis, on n'aura pas le temps de parler des finances publiques. Tu avais dit, t'inquiète pas. Ça reviendra. Ça devrait pas s'arranger dans les mois qui viennent. Non, je mets là-dedans parce que rapidement, hein, mais votre sentiment sur le fait de ne pas continuer à arroser le sable et donc d'arrêter le dispositif de soutien fiscal à l'investissement locatif dans le neuf. Donc je le rappelle, hein, depuis Méhaignerie 1984. Ouais. Voilà. C'est une décision ? Tout dépend de savoir par quoi tu le remplaces. Parce tu le remplaces pas. Oui, mais tu as quand même un petit problème de logement, enfin, il me semble. Hein, oui, mais... mais qui n'a pas été résolu par ça, qui n'a pas été résolu. Non, je ne défends absolument pas le dispositif. Enfin, on sait très bien qu'il y a eu des abus absolument incroyables avec des fabrications de logements là où tu n'avais absolument aucune tension et donc où tu as simplement joué l'optimisation fiscale sans du tout te poser la question de l'adéquation offre-demande de logement sur des zones. Les chiffres de Bercy, attends, parce que c'est intéressant, les chiffres de Bercy, c'est... parce que visiblement, ils veulent faire jouer un rôle important aux institutionnels. Oui. C'est un logement, Caisse des dépôts, et Anne Friends, 28 000 euros, je ne voudrais pas dire de bêtises. 28 000 euros le logement en moyenne, donc d'argent public. En défiscalisation, 38 000 euros d'argent public en moyenne. Ah oui. Donc ils font leurs arbitrages. Ouais. Voilà. Oui. Oui, justement, c'est pour ça que je te dis, ce qui compte, c'est de savoir si, dans ce cas, tous les fonds que tu vas dégager en ayant plus ce dispositif fiscal, est-ce que tu vas encourager, dans ce cas, l'investissement par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts and Friends, comme tu le dis. C'est un peu donc, c'est bien là l'idée. C'est que tu es face à une contrainte majeure sur un déséquilibre offre-demande de logement. Et donc, si tu arrêtes un dispositif sans créer les possibilités que tu redéploies ailleurs, tu ne fais qu'accentuer ce déséquilibre qui est déjà absolument dingue. Avec déjà un problème de financement aussi, ce qui a accentué récemment le logement. Oui, mais il ne faut pas laisser faire le cycle à un moment. Les prix baissent, tu vois, il y a déjà des petits effets là, voilà. Sur le logement, on se retrouve dans la même situation que celle que Stéphane évoquait tout à l'heure, sur le foncier, trouver de la place. Tout le monde veut habiter au même endroit parce que c'est là qu'il y a de l'emploi, etc. Et donc, on peut créer construire des immeubles, je ne sais pas où, au milieu du désert. Non, tu ne peux même pas parce que zéro artificialisation nette. Donc même ça, tu n'as plus le droit. Non, mais oui, mais je comprends bien. On a vu tous les abus qu'il y a pu avoir pour pas grand-chose. Et donc, la question reste posée toujours de la même façon. Donc, le dispositif était probablement pas très efficace. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Stéphane ? Si, on peut faire une comparaison, je pense, entre l'automobile et le logement, puisqu'en fait, l'automobile vit depuis quelque temps avec 1,5 million d'immatriculations par an, là où avant, en moyenne, c'était 2,1 millions. Ouais. Donc, on a voulu passer vers autre chose, sans être tout à fait capable tout de suite de le faire, l'électrique, et la demande en a pâti. Là, le logement, en gros, on veut changer un tout petit peu de modèle de logement. Ça fait partie des objectifs de transition climatique, énergétique. Et donc on va produire moins de logements, structurellement, parce qu'il y a une demande qui existe, mais à des endroits où on n'a pas forcément envie que les gens aillent se loger plus, parce que ça fera de l'artificialisation des sols. Et donc, en général, il y a une demande qui est là, qui est latente, qui est dans la prochaine année, dans 2 ans, quand ça sera possible, mais qui en fait n'est pas satisfaite. Quand on regarde l'investissement des ménages, même dans le cycle haussier entre 2017 et le milieu de l'année 2022, c'est pas du tout le même investissement que dans la période des années 2000, où l'intention des ménages était la même. C'était 12% à peu près des ménages qui voulaient acheter un logement. Et ça n'a pas du tout généré le même investissement, parce qu'il n'y a pas de foncier, donc on a acheté de l'occasion, parce que là. Et là, on a la hausse de taux d'intérêt et on a la transition énergétique qui s'ajoute à ça. Donc en fait, on veut tordre le marché vers autre chose de différent. La demande des ménages n'est pas tout à fait encore adaptée à ça. Donc ça veut dire qu'on va avoir probablement le même genre de rapport entre ce qu'on faisait avant et ce qu'on va faire structurellement. Donc 2,1 millions de véhicules, 1,5. Si on fait le rapport, c'est à peu près les 2 tiers de ce qu'on faisait avant. Mais peut-être que dans le logement, on va faire les 2 tiers de ce qu'on faisait avant. Reste à savoir ce que sera la trottinette ou le vélo électrique du logement. Parce que
Je rappelle ce chiffre, il s'est vendu autant de vélos électriques que de voitures particulières l'année dernière en France quand même. 750 000, si on parle juste les voitures aux particuliers. Eh oui, c'est quand même très spectaculaire. Ouais. Sur le logement, tu appelais de... Non, moi c'est juste parce que pour aller sur les finances publiques dans les 10 minutes qui nous restent, c'est-à-dire qu'à un moment, c'était la phrase de Macron, on subventionne l'offre, on subventionne la construction, on subventionne l'achat, à l'arrivée, on n'a pas ce qu'il nous faut et ça coûte plutôt plus cher qu'ailleurs. Ouais. Donc tu te dis, on va couper le robinet, puis on va réfléchir, on va voir ce qui se passe. Ouais. Sachant que c'est à chaque fois 40 milliards d'argent public, globalement, qui est déversé sur le secteur. Exactement. Mais ce qui va être important, c'est bien de regarder qu'est-ce qui va, dans ce cas, où est-ce que va se faire la baisse des prix. Est-ce qu'elle va se faire sur le foncier, à un moment où tu en organises la raréfaction? Est-ce que ça va se faire sur le coût de la construction, où tu mets des normes de plus en plus importantes pour des motifs environnementaux, des motifs de bas carbone? Qu'est-ce qui va véritablement baisser dans le... Qu'est-ce qui peut créer la baisse des prix? Dans un contexte aussi, la demande. Quand même, ton coût de financement, il s'est quand même déplacé sévèrement vers le haut. Donc en fait, tu as quand même tout un ensemble d'éléments qui t'ont poussé vers le haut le coût d'acquisition désormais du logement. Et si tu te retrouves avec une baisse qui se fait que sur la valeur de l'immobilier ancien, donc tu vas avoir des personnes qui... Non mais il faut agiter, tu as toujours quand même des naissances qui restent dynamiques, donc tu as toujours des cohortes de 600 000 personnes qui débarquent tous les ans. Avec la volonté de se loger, enfin, s'ils font des ménages, on va dire 300 000, enfin voilà, c'est peut-être pas 600 000, mais c'est ça. Mais tu vois, tu as un risque de squeeze avec d'un côté des conditions de prix qui vont toujours être à la hausse, mais il faut toujours garder présent à l'esprit que 50% des ventes, enfin 50% de l'investissement dans le neuf est précédé d'une vente dans l'ancien. Donc si la valeur de l'immobilier ancien s'effondre, c'est aussi une capacité à financer de l'investissement dans... Ça ne peut pas s'effondrer. Non, mais je ne pense pas que ça s'effondrera. Ça ne s'effondrera pas, mais le risque, il est d'avoir à la fois toujours l'augmentation des coûts avec une diminution de la capacité à pouvoir réintroduire ce que tu auras réalisé par la vente de ton ancien dans de l'investissement neuf. Donc l'équation est vraiment hyper compliquée sur le logement. Ça ne passe pas par plus de dépenses publiques. C'est ça le truc. L'équation est hyper compliquée, mais c'est pas de rajouter du pognon qui passe systématiquement dans les prix. Ça ne change pas la donne. Oui, vas-y Stéphane. Si on regarde ce que les notaires publient ces derniers mois, en fait, on voit qu'en zone tendue, notamment en Ile-de-France, l'écart entre les différentes classes énergétiques en termes de prix de revente s'accroît. Donc, on ne va pas avoir forcément la classe A, B et C qui va se déprécier, mais les autres classes vont se déprécier de façon croissante. À partir du moment où tu ne peux plus relouer ton bien derrière ou le revendre sans faire... Mais là, il va y avoir des arbitrages là aussi. Évidemment. Tu t'es mis dans une seringue absolument dingue. Donc, oui, il y aura des arbitrages. Tu vois un peu le truc sur l'ajustement carbone aux frontières. Tu es dans des injonctions contradictoires. Tu te dis, tu n'as pas d'autre moyen de revenir en arrière d'une manière ou d'une autre. Ce que tu disais sur, on va voir quel va être vraiment le prix du carbone. Est-ce qu'ils vont le mettre à 150, 100, 150, etc. Et tout. Là, c'est pareil, rénovation énergétique. Tu vas te retrouver dans un goulet d'étranglement qui va être ingérable et forcément, tu vas revenir en arrière. Oui. Ça crée des injonctions contradictoires. Hein. Non, et dans un contexte où les revenus ne vont pas forcément augmenter de façon très rapide pour les ménages. C'est-à-dire qu'on va avoir des prix qui vont rester élevés, comme le disait Denis, mais avec une capacité, une solvabilité des ménages qui ne sera peut-être pas aussi robuste que ça. Si tu me permets de sortir du domaine sur lequel je connais un petit peu de trois choses, qui est la macro, pour venir sur un terrain politique. Moi, en fait, ce qui m'inquiète... Quelle fausse modestie, alors, Denis, vraiment. Bon, okay. Vas-y. En fait, ce qui m'inquiète justement par rapport à ce que tu évoques, c'est qu'en fait, on met des objectifs qui sont extrêmement ambitieux, dont on se dit bien que tous les mécanismes économiques font que tu n'atteindras pas les objectifs. Et donc, quelle crispation sociale, quelle crispation politique tu vas créer face au fait que... Ah non, mais vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs de réduction des émissions, donc il faut être encore plus violent, il faut être encore plus revendicatif. Et on voit bien qu'il y a une crispation qui se fait, qui est en train de monter autour des enjeux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ça ne fait faire que monter à partir du moment où tu donnes des objectifs qui sont inatteignables. Éditorial remarquable de Cécile Cornudet dans Les Échos, je crois que c'était il y a 2 ou 3 jours, que je cite vraiment très régulièrement, je trouve que ces éditos sont remarquables. Il avait appelé ça la politique pompier, en disant à partir du moment où tu n'as aucune colonne vertébrale, en fait, tout ce que tu peux faire, c'est ça. C'est-à-dire multiplier les effets d'annonce, revenir en arrière, puisque de toute façon, tu n'as pas de corps de doctrine, tu n'as pas de colonne vertébrale, tu ne sais pas vraiment où tu veux aller. Enfin bon,
Non, c'est ce qui me... Là où je voulais votre avis, donc l'étude de la Banque de France, je la traîne depuis un moment, celle-là aussi, donc voilà, mais c'est ça dont je voulais parler sans doute il y a un mois, quand on s'était vu, Philippe, peut-être même 2 mois. La part de la dette française, donc, qui s'échange sur les marchés, est passée de 51% à 35% du stock total de dette depuis 2014. Donc elle est détenue à 22% par la Banque Centrale Européenne, enfin ça c'était les chiffres d'il y a quelques mois. Fonds souverains, banques étrangères, Banque Centrale étrangère, 18,5%, assureurs français, 17%. Donc ça, la Banque de France estime que c'est le stock qui bouge plus. Et donc, voilà, ça représente maintenant 65% de notre stock de dette. Cela dit, vu la hausse globale du montant de dette en circulation, on reste sur un montant, vous appelez ça nominal, c'est ça ? Oui, flottant. Flottant de 700 milliards d'euros. L'étude de la Banque de France se félicite de ce que la dette française possède une courbe des taux complète. L'agence France Trésor a tout fait. Je crois, enfin, je sais pas, vous le savez mieux que moi. On a les 1 mois, les 6 mois, les 6 mois avec un peu d'inflation, enfin, on a tout. Les 50 ans. Les 50 ans. Non, mais on n'a pas été à 100 ans, je crois. Non. Voilà, ouais. C'est les Autrichiens. Le Trésor travaille bien là-dessus. Il rend la non, dette mais c'est française, inquiétant ou pas que notre dette devienne de moins en moins liquide ? Non, mais ce qu'il faudrait regarder, mais je n'ai pas regardé l'étude précisément, c'est qu'est-ce qui se passe si on enlève la BCE ? Parce que la BCE a quand même 22%. pompé pendant toute la crise depuis 3 ans, toute la dette qui a été émise à l'échelle européenne. Et donc, ça biaise complètement la discussion. Donc, c'est ça qu'il faudrait regarder. Mais tu sais ce qui se passe, Philippe, si on enlève la BCE ? Tu sais ce qui se passe, c'est une catastrophe, donc on ne peut pas enlever la BCE. Non, en termes de chiffres uniquement. Qu'est-ce qui se passe si on regarde la liquidité, l'émission, etc. Et là, je pense que l'image n'est pas tout à fait la même et les évolutions pas tout à fait les mêmes. Donc, parce que la BCE a eu un tel rôle depuis 3 ans que forcément, ça transforme les données sans qu'on puisse en dire plus. Stéphane ? Après, la spécificité des finances publiques françaises, c'est qu'en gros, elles ne se sont pas autant ajustées que dans les autres pays de la zone euro. Ouais. Donc la différence est là. On est les seuls dont la dette va augmenter, dit le Fonds monétaire international, le ratio dette sur PIB va augmenter dans les années qui viennent. Oui, alors pas forcément beaucoup, mais c'est vrai que ça mais les autres vont décroître. Ça fait un peu tâche. Et la différence, c'est le soutien au pouvoir d'achat, en fait, qui est super chez nous. Bon, ça implique un peu moins d'inflation, mais pas forcément pour plus de consommation. Mais restons sur le sujet finances publiques. Quand on regarde la différence entre le pouvoir d'achat avec ce soutien aux finances publiques, ce soutien des finances publiques au pouvoir d'achat et le pouvoir d'achat sans, c'est-à-dire on crée un monde fictif où on ne prélèverait pas d'impôts, on ne verserait pas de cotisations, donc c'est assez facile à calculer. Depuis 2019, on a accumulé 4 à 5 points de pouvoir d'achat supplémentaires grâce au soutien. Donc ce soutien-là, il est difficile à démanteler. Aujourd'hui, alors qu'on est encore dans un contexte inflationniste, alors peut-être rapidement on y sera un peu moins, mais on y est encore. Les taux d'intérêt et les spreads ne nous interdisent pas encore de le faire, donc on continue à le faire. Donc on a un déficit qui se maintient alors que les autres ont un déficit qui baisse, et on cherche aussi à faire des économies par ailleurs. Donc cette fiscalité sur le logement, ça aide un tout petit peu cet élément-là. Et on se retrouve avec une dette qui se maintient un peu, une appréciation qui commence à être un peu moins sympathique sur la dette française parce qu'on est sorti du Covid quand même. Et donc, une réforme des retraites où on sent que ça va avoir un impact, certes, mais ça ne permettra pas de faire baisser le ratio, simplement d'éviter qu'il monte un peu plus. Donc voilà. C'est une question d'arbitrage également. C'est la problématique. Denis. Peut-être déjà, une minute. Pour reboucler avec le point de départ, la BCE a surpompé par rapport à ce que tu disais, c'est-à-dire qu'elle a plus acheté de la dette italienne. Il nous reste une minute. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que dit Stéphane, c'est-à-dire qu'à un moment. Le réveil va sonner, quoi. Voilà. Le réveil, tout à fait. Le réveil va sonner parce que de toute façon, on va passer dans le moment où la charge d'intérêt va remonter. Elle a déjà remonté sous l'effet des obligations indexées. Ça, le coup est parti. Espérons qu'avec la désinflation, là, ça revienne en arrière. Mais en revanche, on est passé dans le moment où les émissions se font toutes à un niveau supérieur aux taux qui sont portés par les titres qui viennent à échéance. Donc on est passé dans le moment où la charge de la dette est en train de repartir à la hausse et c'est ça qui change véritablement la donne. C'est pour ça qu'il faut faire des assises des finances publiques où on se pose vraiment la question de qu'est-ce que tu veux qu'il se passe ? Tu sais, la même étude nous dit que, alors on n'a plus le temps malheureusement, en fait,
globalement, le reste à charge, enfin, le revenu libre de l'État, c'est à peine 10% de la dépense. Ouais. Tout le reste est contraint. Ouais. Ils peuvent jouer sur maximum 140 milliards. Oui, c'est ça, et ça va être les gels de crédit. Exactement, 140 milliards. Tout à fait. Ouais, c'est pour ça que quand il s'en sort avec 7 milliards sur 140 milliards, c'est pas mal comme réduction de coûts. Oui, pas mal. exactement. Et sur 1400 milliards, non. Les amis, à bientôt. Non, juste une remarque, je vais me faire, que disait Stéphane. En 2022, le pouvoir d'achat des salaires diminue, mais le revenu des ménages augmente. Ben voilà. C'est ça la problématique. Et comment sortir de ça? Et quelle incitation au travail ça donne? Chers amis, merci d'avoir été avec nous. Et on continue demain l'ensemble de ces discussions passionnantes. À demain.